Bonjour à tous, je suis Lucie Lebas, coach en développement personnel et conseillère en image éthique. J'accompagne des hommes et des femmes à gagner en légitimité et à se révéler grâce à leur image et à une mode plus durable. Dans les épisodes de mon podcast, je parle de relations, de minimalisme, de mode et de portraits de gens inspirants. Aujourd'hui, je reçois Julien, minimaliste convaincu, sa vie tient dans son sac à dos. Je l'ai invité à mon micro pour qu'il me partage sa vision de l'amour qui est loin d'être conventionnelle et qui me parle de ses objectifs créatifs car Julien a un rêve dans la vie, vivre de ses écrits. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Julien. Jules à la bougeotte sur les réseaux, un ami minimaliste qui est de retour en France depuis quelques semaines. Il a en effet parcouru le PCT pendant 5 mois, le sentier qui traverse les États-Unis sur la côte ouest, du Mexique au Canada. Si j'interviewe Julien, c'est pas pour vous donner des conseils voyage et vous parler de son équipement. Je vous invite à écouter le podcast d'Alex Viseo pour ce sujet. Je mettrai tout en description, vous inquiétez pas. J'ai invité Julien pour nous parler plutôt de chemin, certes, mais de chemin intérieur. Car on décide pas de partir seul pendant des mois juste pour le plaisir de la marche, on va chercher autre chose. Et juste avant d'introduire Julien, aujourd'hui, c'est un podcast très très particulier, comme disent les youtubeuses et les influenceuses, puisque pour m'aider à faire ce podcast et pour intervenir, j'ai invité aussi Anthony Morvan, qui a un podcast donc, qui s'appelle Perspective, que vous avez déjà retrouvé avec Jérémy Coleman sur mon podcast Les relations hommes-femmes, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et ben c'est parti. Bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour Lucie. Est-ce que d'abord t'es d'accord avec ce que j'ai dit dans l'introduction, même si c'était très succinct? C'est parfait. C'est parfait. C'est Okay. exactement ce qui pourrait me définir à l'instant. Ok. Aujourd'hui. Ça fait combien de temps que t'es rentré du coup de ton périple? Rentré, j'ai terminé donc mon périple. Comme en tu France, dis, tu es rentré en France. En France, ça fait 3 semaines à peu près. Ok, donc c'est tout frais quoi. Là, c'est encore très 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 frais. Ouais. Donc Oui. j'ai arrêté, donc je suis arrivé au Canada, donc mon périple m'a amené jusqu'au Canada, donc je suis arrivé à la frontière le 7 septembre de cette année, donc 2019, et je me suis un petit peu reposé avant de rentrer en France, et j'ai plus la date en tête, mais ça va faire à peu près 3 semaines. Ouais, ton repos qui était très beau, on peut voir tes photos sur Instagram, sur ton compte Jules à la bougeotte, c'était... Ouais, qui était aussi un moment, une zone tampon qui était nécessaire Ouais. après 5 mois dans la nature. J'avais besoin de retrouver aussi un peu une transition pour retrouver le béton, le bruit et le monde. Ça n'a pas été facile. Alors juste pour qu'on replace ça, tout ça dans le contexte, est-ce que déjà tu peux nous dire quelle était ta vie avant de partir faire ces 5 mois de marche seule? Alors ma vie, elle était déjà un petit peu en transition. Donc en 2016, il me semble que c'était en 2016, on est en 2019, ouais, ça fait 3 ans. J'ai décidé de changer de vie, donc j'avais une activité de pharmacien que j'ai toujours eue jusqu'au moment du départ. Mais j'avais envie d'autre chose, de mouvement, et j'ai décidé de mettre toute ma vie dans un sac, de me séparer de la plupart de mes possessions, de les mettre vraiment dans un sac et de vivre en mouvement, d'expérimenter une vie un peu de nomade, on va dire. Donc ma vie, elle ressemblait à quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. J'habitais à Paris, j'habitais à Barcelone, j'habitais 6 mois à Barcelone, j'habitais à Lisbonne. Je travaillais de temps à autre en tant que pharmacien pour me faire un petit peu d'argent. Mais j'étais vraiment habité par le mouvement. J'ai notamment créé ma page qui s'appelle Jules à la bougeotte, donc ça veut dire quelque chose. Et j'étais vraiment dans cette peut-être recherche aussi un petit peu de ce que je voulais faire. J'avais l'impression d'être, mais je cherchais un peu ce que je voulais faire. Alors moi je connais la raison pour laquelle tu t'es devenu un peu dans le mouvement, mais est-ce que tu peux l'expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Il y a plein d'explications. On va dire, ce qui m'a vraiment amené à prendre cette décision, c'est une rupture. Donc j'étais avec une personne avec qui j'ai vécu une relation de 2 ans à peu près, mais très intense. Ça allait très très vite, on ne sait pas que c'est relativement rapidement. On est emménagé rapidement. Très engagé. Très engagé, on habitait au Portugal ensemble. C'est une personne qui, pour moi, représentait un petit peu ce que le couple conventionnel nous montre. Enfin, c'est difficile de parler de ça sans... Parce qu'en fait, cette personne, j'ai rien à lui reprocher. C'est juste moi qui me suis un peu fourvoyé, je pense, dans la relation. J'ai voulu rentrer dans un espèce de moule affectif.
J'ai voulu expérimenter une relation de couple conventionnelle, classique. J'ai voulu construire, j'ai voulu faire tout ça. Et je me suis un peu perdu dedans. Et la rupture a été un réveil et me dire, oula, cette vie-là, en fait, elle me correspond pas. C'est pas quelque chose qui résonne, en fait, avec ce que je suis et ce que j'ai envie d'être. Et l'envie, justement, d'aller vers ce mouvement-là, c'était aller vers quelque chose d'autre, dont je ne savais pas encore ce que c'était, mais c'était vraiment aller chercher beaucoup plus ma vie. Donc, Mais avant de te rendre couple pendant 2 ans, t'avais déjà ces envies? oui, je pense que je les avais, je les ai juste un petit peu éteints. Je pense que j'ai toujours eu cette envie de mouvement, j'ai toujours eu cette envie de liberté, j'ai toujours eu cette envie d'une vie un peu différente, sans vouloir être différent moi-même. C'était pas c'est toujours très bizarre de dire que j'ai toujours ressenti que j'étais différent, parce que il y a pour moi dans cette différence avant en tout cas ça sous-entendait quelque chose de hiérarchique, quoi, un peu supérieur. Ouais, Ouais, je comprends mieux le monde, je comprends mieux les gens. C'est pas du tout ça, mais je me sentais pas en fait, je me sentais dans ce monde, mais pas de ce monde. t'as d'autres perspectives. T'avais d'autres perspectives Exactement. sur le monde, ouais. Ouais. Je comprends D'autres totalement. perspectives, et puis je voyais les choses différemment. J'étais très dans la résistance avec les phrases la vie c'est, il faut que. Je les comprenais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. J'étais vraiment en résistance avec ça. Donc en 2016, la rupture et puis ces questions que tu te poses. Et après, donc justement, tu parlais de Barcelone, tu as commencé un chemin, à marcher, à te rapproprier ton corps. Je sais que tu as fait aussi un stage où tu étais rentrée chez moi en disant que, je crois que c'était en Suisse. Attends, c'est... Le stage que tu parles, c'est le stage de respiration? Ouais, t'avais fait un stage de respiration et aussi t'avais monté aux arbres. Ouais. C'est ça que c'est. Alors, c'est deux choses C'est différentes. deux choses différentes, Ouais. ok. Donc, Et justement, est-ce que tu peux me parler un peu de ces aventures et un peu de ces expériences qui t'ont peut-être permis de rapproprier ton corps et puis ta nature première d'être humain, en fait? Ouais. Alors effectivement, je suis allé chercher des expériences. Je suis curieux de nature, donc j'aime bien expérimenter de nouvelles choses. Et donc j'ai rencontré quelqu'un qui a une méthode qui s'appelle le mouvement naturel. Plus ou moins. En tout cas, c'est faire de l'activité, mais dans un environnement naturel, que notamment la forêt ou des parcs. Enfin, vraiment aller dehors et faire de l'exercice. Donc ça, c'était en Suisse, c'était en 2017 peut-être, 2007. Enfin bon, j'ai plus la date en tête. Et, et oui, c'était inconsciemment peut-être une manière aussi de me réapproprier un corps, d'aller justement trouver aussi ses limites, les limites de ce corps, et de ouais, d'être dans ce mouvement qui pour moi avait le goût de la vie. Enfin moi, pour moi, la vie est mouvement, et j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin que ce soit un mouvement intellectuel ou physique, mais j'ai besoin d'être effectivement dans cette inertie de vie, quoi. Quand t'étais en couple, t'étais sédentaire, t'habitais en ville? Ouais, on était plutôt en ville. Ouais, on était donc à Paris, on était à Lisbonne. Donc oui, j'étais plutôt. Mais surtout, j'étais endormi d'une certaine manière. Tu vois, le confort. En fait, pour moi, le confort, c'est. En fait, aujourd'hui, je conçois qu'il n'y a pas d'immobilisme vraiment dans la vie. C'est soit des pas en avant, soit des pas en arrière. Ça ne veut pas dire qu'un pas en arrière nous fait forcément reculer, mais pour moi, le pas en arrière, c'est plutôt le pas de la sécurité, donc le pas du confort, le pas de la certitude. On va en parler de ça. On va vers quelque chose que l'on sait, donc on est dans le confort. Mais ce pas en arrière, il nous fait pas aller vers l'expansion. Donc c'est plutôt quelque chose de tranquille, peinard, pépère. Et donc ouais, j'étais dans cette suffisance. J'avais un peu tout ce que je voulais. J'avais une chérie qui avait construit plein de choses au niveau matériel. J'avais un métier qui me rapportait plus ou moins bien ma vie. Ouais, j'étais pas dans cette recherche, alors qu'intérieurement, j'avais besoin d'être vers l'expansion, vers la curiosité, vers l'apprentissage, vers la découverte. Et donc, j'étais un peu tiraillé vers quelque chose d'inconscient. Donc, peut-être pas vraiment conscience, mais... Et cette vie-là qui plaisait à mes parents, à mes amis. Et tout le monde disait, oh, t'as de la chance, c'est cool, enfin, tu fais plein de choses. Ta vie a l'air sympa. Ouais, elle était sympa, mais toi, il me manquait quelque chose. Et du coup, l'apothéose un peu de ces 3 ans, c'est ce PCT, enfin, c'est
cette aventure. Et qu'est-ce que tu as été chercher? Est-ce que déjà tu as été chercher quelque chose dans ces 5 mois de marche? En fait, Est-ce que tu avais une question précise ou pas du tout? Non, non. C'est plus l'apothéose de plus que ces 3 ans, de ces quelques années de vie. Oui. En fait, je suis allé vraiment là où j'avais besoin d'aller. C'est-à-dire que l'envie s'est transformée en besoin à un moment donné. Je suis pas parti avec une volonté d'avoir des réponses. Je suis parti parce que j'ai eu un appel. Un appel qui durait depuis des années. Et j'ai simplement répondu à cet appel-là. Je crois que j'ai toujours été attiré par l'aventure, par l'écriture aussi, mais en tout cas l'aventure, par l'expédition. J'ai toujours été passionné par ces aventuriers. Quand j'étais petit, j'étais passionné, j'adore les livres, donc quand je rentre dans une librairie, voir les étagères récits de voyage, voir ces mecs qui ont fait des trucs incroyables, ou des fois juste ordinaires, mais d'une manière incroyable, je me dis, waouh, moi c'est la vie que j'ai envie d'avoir. Mais tout comme l'écriture, en fait, je me disais, mais c'est pas pour moi, en fait, tu vois, c'est pas, moi j'ai fait des études scientifiques, voilà, je suis censé être pharmacien, tu vois, tout ça, c'est fait pour ces mecs-là qui sont tarés. Parce que t'es passionné d'écriture. Parce que je suis passionné d'écriture. Ouais. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, merde, non, en fait, si j'ai envie de le faire, je vais le faire. Ouais. Et je réponds, en fait, à cet appel qui bouillonnait en moi, qui tortait un peu les tripes, et je me dis, ah, là, j'ai vraiment envie d'y aller. Et j'y suis allé, tout simplement. J'ai pris la décision l'été dernier, le jour de mon anniversaire. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et puis après le processus, voilà, je travaille aux États-Unis. Bon, ça c'est très succinct, mais il faut énormément de préparation, de l'équipement, au visa, tout ça. En plus, j'ai cru entendre que c'était au tirage au sort qu'étaient choisies les personnes qui avaient le permis pour pouvoir faire cette comment dire, comment t'appelles ça? C'est pas une randonnée, enfin c'est une balade. C'est une balade, c'est une balade de l'extrême. Oui, en fait, vous êtes tiré au sort parce que ils veulent pas qu'il y ait trop de personnes qui puissent dormir. Pour pouvoir un peu filtrer. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent le faire. Oui, parce qu'en fait, il y a eu un film il y a quelques années qui s'appelle Wild, qui est tiré du livre de chez Elstree. Donc, c'est une personne qui a expérimenté ce trajet, enfin ce chemin, cette balade il y a quelques années. Et donc, du coup, il y a un engouement un petit peu pour ce type d'expérience. Maintenant, il y a beaucoup de fantasmes, et je l'ai beaucoup remarqué sur le chemin. Beaucoup de gens qui se lancent dedans et qui finalement se rendent compte au bout de quelques jours. C'est comme une relation, tu vois, il y a la passion au début, tu dis, ah ouais, tout est beau, donc t'acceptes tout. Et après, il y a la réalité, vraiment, de la marche, de la solitude, de tout ça. Et il y a plein de gens qui se disent, ah ouais, mais en fait, ça va être comme ça pendant 4500 km. Ah ouais, mais non. Est-ce que t'avais peur de partir seul 5 mois? Non. T'avais pas peur? Non. Toi, Anthony, si on te dit, tu pars demain, tu pars dans 5 mois seul, est-ce que t'aurais peur? Franchement, pour marcher, je pense pas. Justement, parce qu'il y a quand même ce côté un peu méditatif, quand tu marches, tu fais pas rien. Par contre, pour faire d'autres choses, peut-être moins actives, ouais, ça me ferait peut-être un peu plus peur. Donc, l'idée de la marche, ça te fait pas peur de partir 5 mois seul? Ouais. Non, pas du tout. Ça... Moi, là, on voit bien que c'est aussi une question de personnalité, en fait. Hein. Moi, partir 5 mois seul, je ne vois pas le faire. Enfin, pas 5 mois, en tout cas. C'était une des questions que j'allais te poser. Est-ce que, justement, il y a des moments, parce que moi, je connais pour avoir fait le GR20 autour du Mont Blanc, tu vois, c'est des aventures beaucoup plus courtes, mais il y a des moments où tu te retrouves avec des gens, quand même. Parce que tu marches, tu as des affinités qui se font, même si c'est temporaire. C'est des connexions, quand même. Est-ce que tu as eu ça, ou est-ce que tu as plutôt choisi de le faire tout seul? Non, en fait, j'ai vraiment... Alors, juste pour revenir à la discussion d'avant, moi, je suis quelqu'un d'introspectif, j'adore la solitude. C'est quelque chose dans... Moi, la solitude me nourrit. La recherche. Donc, forcément, aller vers une aventure comme ça, il n'y a pas cette peur de la solitude. Et oui, effectivement, j'ai rencontré des gens, que ce soit des marcheurs à la journée ou qui faisaient des petites sections. Mais aussi, en tout cas sur le chemin, une manière très naturelle d'aller vers les gens, de rencontrer les gens. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, on met pas les gens dans une case, on ne demande pas qu'est-ce qu'ils font, où ils habitent. Du coup, le rapport, la connexion est très rapide, mais la déconnexion aussi est très rapide. C'est-à-dire que tu peux clairement passer 1 minute avec une personne, une journée, 1 heure, et te retirer si tu sens que, voilà, organiquement, tu as envie en fait de retrouver ta solitude. Et moi, j'adore en fait ces rencontres. Pour moi, ces rencontres, c'est les rencontres les plus merveilleuses, comme les rencontres en vacances, parce que c'est des rencontres tout de suite très intenses. Enfin,
t'es dans un environnement, tu partages une expérience et tu peux très vite, en fait, avoir des discussions très profondes avec ces gens-là. Et je l'avais cité dans une des vidéos que j'avais faites sur mon Instagram, c'est que dans le livre d'Espinoza, donc lui il les appelle les êtres jaunes, Espinoza qui avait un cancer quand il avait l'âge de 19 ans, et il parlait de ce personnel soignant, des gens qu'il rencontrait, comme des êtres jaunes, des personnes qui lui amènent de la lumière. C'est pas des amis, c'est pas des simples connaissances, c'est des personnes qui peuvent te transformer, qui peuvent t'apporter quelque chose de très intense sur un petit morceau de temps. Et ça, c'est merveilleux. T'as pas besoin de revoir les gens, tu peux vraiment les effleurer l'espace d'un instant et vivre quelque chose de très magique. Et ça, c'est passionnant. Du coup, tu l'as bien vécu, cette solitude? Je l'ai bien vécu, oui. Elle était compliquée. Tu sais, aujourd'hui, ça fait 2 mois après que j'ai terminé. Je trouve que le cerveau, il est quand même assez cool parce qu'en fait, tout ce qui était un peu négatif, entre guillemets, bah, il l'efface plus ou moins. Donc, même les expériences très difficiles, très compliquées, j'en ai chié, hein, vraiment. À des moments, j'ai pleuré sur le trail, des choses que j'ai jamais, pleuré sans forcément être ancré sur quelque chose de négatif, mais juste le mental qui lâche, avoir des larmes qui coulent toute la journée. Donc ouais, il y a des moments où c'était très très difficile. Mais cette solitude, non, parce qu'elle allait me chercher. Ouais, elle m'a fait descendre d'une manière abyssale dans qui je suis, dans ce que je veux, et elle m'a fait remonter des trucs qui pour moi étaient complètement enfuis et dont je pouvais pas fuir. Tu vois, au début, tu dis non mais ça j'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors tu essaies de mettre tes écouteurs et finalement ça revient, et à un moment donné, quand t'es seul sur une longue période de temps, t'es obligé d'affronter ces choses-là et puis ça transforme. Ouais. Tu le conseilles à des personnes qui sont... Alors je sais que plein de personnes n'aiment pas ce que je vais dire, mais est-ce que tu conseilles pour des personnes qui cherchent un peu leur mission de vie ou qui sont pas bien dans leur vie? Est-ce que c'est une expérience que tu... Disons que cette expérience, il y a effectivement l'aspect solitude, il y a l'aspect aussi nature, l'aspect physique. Donc je conseillerais pas forcément à tout le monde. Je pense que je conseillerais à des gens qui se sentent aspirés par ça. Ok. Par contre, ce que je pourrais conseiller, moi c'est difficile de conseiller, mais ce que je pourrais effectivement dire, c'est que la solitude a un effet bénéfique. Et que la solitude, tu peux la trouver à différents niveaux. Mais quand je parle de solitude, c'est pas la solitude d'être seul, c'est la solitude d'être complètement hermétique à tous les stimuli que tu peux avoir dans ta vie, quoi. Tous les inputs, tous les stimuli. C'est-à-dire tu peux être par exemple seul dans une rame de métro. Si t'as pas ton téléphone, si t'as pas de livre, si t'es juste avec toi-même, si t'es juste dans cette présence avec toi-même. Par contre, tu peux être dans la nature, dans un chalet, écouter des podcasts toute la journée, lire, regarder Netflix toute la journée. T'es seul physiquement, mais tu l'es pas en fait dans le principe de la solitude. Et je pense que c'est important, en tout cas ça l'est aujourd'hui pour moi, d'aller trouver des moments de vie où je me retrouve seul, dans cette solitude sans input, pour justement me connecter à ça en fait. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, est-ce qu'on pourrait aussi parler d'ennui? Tu vois, la solitude arrive quand on s'ennuie? Ouais, alors ce mot-là en fait, pour moi c'est juste qualifier la solitude et la qualifier en disant je sais pas quoi faire avec la solitude donc je m'ennuie. Pour moi l'ennui c'est chouette, pour moi l'ennui c'est ne rien faire mais ne pas apprécier ne rien faire. C'est ça en fait l'ennui, d'une certaine manière. C'est juste ne pas accepter que la solitude ou ne rien faire, ça peut être chouette. Donc je pense que je comprends le mot ennui, mais en même temps, je l'aime pas parce qu'en fait, il qualifie quelque chose qui pour moi est positif, et je trouve qu'il y a dans l'ennui un petit truc négatif. Je comprends ce que tu veux dire. Du coup, tu parlais il y a quelques instants du fait de te couper des inputs et tout ça, et j'ai envie qu'on parle un peu, on est dans une société hyper connectée. Toi, quand tu es rentré, ça t'a fait, tu as tout de suite sauté sur les réseaux, t'as tout de suite regardé les infos, tu t'es dit ça fait 5 mois que je suis pas connectée, il faut que je me fasse je vais pas réussir à trouver le mot, mais que je reprenne le train en marche quoi de la société, ou pas du tout, tu t'es dit non, je vais continuer comme ça? Non, de toute façon j'étais déjà dans une diète médiatique avant, je regarde pas les infos, je m'en fous, ça m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, non, j'ai pas de télé, je
lis pas les journaux. Donc ouais, non, franchement, ça n'a pas changé grand-chose. Les réseaux sociaux, c'est aussi une expérience, en fait, cette aventure avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je suis parti, moi, vraiment avec l'envie de ne pas être sur les réseaux sociaux, de me détacher au maximum de mon téléphone, parce que pour moi, c'est important aujourd'hui, par rapport à cette solitude, notamment. Et au final, j'ai quand même fait un Instagram, j'ai quand même partagé, et ouais, j'avoue que ça m'a quand même bien aidé. Parce que le soutien, le rapport avec les gens, dans les moments difficiles, justement, quand je reçois des messages, des gens, des inconnus, de la famille, des amis, qui viennent me dire c'est génial, tu m'inspires. Waouh, t'es là en train de te dire mais putain, mais en fait, il y a des gens derrière moi et des gens qui sont en train de se dire c'est cool ce que tu fais, moi je peux pas abandonner ou je peux pas, comment dire, si je peux abandonner, mais en tout cas, c'est me remettre dans cette pensée que, putain, en fait, ce que je fais, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est cool, tu vois. Profite, arrête-toi, regarde autour de toi et dis-toi, là, c'est incroyable ce que t'es en train de vivre, et profites-en, quoi. Donc, ouais, franchement, ça m'a aidé. Donc, je stigmatise plus vraiment les réseaux sociaux, mais j'essaie aujourd'hui de les utiliser avec beaucoup plus de conscience, tu vois. J'ai viré, par exemple, WhatsApp de mon téléphone principal, Instagram aussi. En fait, j'essaie de décorréler je donne plus en fait la priorité aux autres. C'est-à-dire que j'ai pas envie que leur urgence soit la mienne. Super intéressant ce que tu viens de dire là. Donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que toi un WhatsApp, un Instagram je peux le lire une fois par jour et c'est ok. Tu vois. Pour moi la seule urgence c'est quelqu'un qui va m'appeler, donc ça il peut le faire sur mon téléphone. Ouais. Maintenant un WhatsApp, moi je passais du temps. Déjà j'avais des conversations sur WhatsApp, je passais des heures à discuter avec des gens sur WhatsApp. Aujourd'hui, j'évite de le faire parce que je préfère dire on s'appelle et utiliser ce temps pour faire autre chose. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de choses qui pourraient occuper ma journée pour ne pas avoir à passer du temps sur le téléphone toute la journée. Tu dirais que c'est une fuite peut-être d'être tout le temps sur son téléphone ou d'avoir... Ouais, après c'est aussi une volonté d'être dans la connexion, de se connecter à l'autre. Donc c'est une fuite, oui, mais je pense pas que c'est forcément toujours une fuite de soi. C'est la conséquence, je pense que le fait d'être sur son téléphone, ça nous sort de nous-mêmes. Mais ça a aussi du bon parce qu'on va connecter avec les gens. Moi j'adore réseauter, j'adore rencontrer les gens, j'adore revoir les amis comme aujourd'hui. Ça me fait hyper plaisir d'être là, de pouvoir vous voir et puis de discuter, c'est génial en fait. Mais c'est d'autant plus génial parce que on se voit, on se parle et on aurait pu faire un groupe sur WhatsApp et discuter et échanger, ça aurait été moins sympa. C'est clair. Merci beaucoup. Et justement, au début du podcast, on parlait un peu du couple et je sais que tu t'es toujours posé des questions sur comment tu vois un peu ta vie amoureuse. Est-ce que c'est des interrogations qui te sont venues aussi pendant ton chemin ? Ou t'avais pas du tout la tête à ça ? Non, si, et en fait, sur le chemin, et toutes les interrogations sont venues parce que tu refais, je crois, 2 ou 3 fois toute ta vie, tu refais tous tes choix, tu repenses à toutes tes décisions, tu dis, voilà, parce que à un moment donné, en fait, quand tu pars, tu es là avec les pensées directes, actuelles. Puis au final, tu les as un peu, toutes balayées. Et après, c'est plus le passé, les choix, les trucs qui remontent. Donc forcément, tu refais un peu tous ces choix-là. Et le couple y est passé, toutes mes relations amoureuses ou non amoureuses d'ailleurs. Et du coup, oui, ça m'a pris un peu de temps. Non pas qu'il y en avait beaucoup, quoique, mais donc ouais. Aujourd'hui, pour moi, le couple, j'aime bien le fait d'être, discuter encore dernièrement, le fait d'être seul à deux. C'est un peu ça, en fait, mon credo aujourd'hui. Et d'être, je trouve que, en tout cas, de ce que je vois et de ce que moi j'ai expérimenté, j'ai souvent eu l'impression qu'on confondait aimer et posséder, d'une certaine manière. Clairement. Et je trouve que ça n'a rien à foutre avec l'amour, en fait, la possession ou tout ça. Et ça nous ramène plus à nous-mêmes, à ce que l'on veut. Et j'ai vraiment envie d'avoir des relations libres. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas voir ailleurs en étant en couple, en étant à deux. Mais d'avoir la possibilité d'être pleinement moi-même et d'accepter l'autre pleinement comme il est. Ouais. Je trouve que pour moi, en tout cas,
en couple, à deux, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse me faire, en tout cas que je ressente qu'on m'accepte pleinement comme je suis. Et c'est le postulat aujourd'hui de base. Parce que j'ai vécu des relations où j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de projections, il y avait beaucoup d'attentes. Donc, on prenait, le Julien brut, mais en même temps, on essayait, de le polir un peu pour que ça rentre encore plus dans une case mentale ou dans une forme mentale, tu sais, comme les jeux quand on était petit où il fallait faire rentrer un triangle dedans. Moi, j'étais un carré, elle voulait un triangle, donc elle disait, c'est pas grave, un carré, en même temps, si je le brosse un peu, on peut en faire un triangle, tu vois. On peut le couper en deux, enfin bref. Mais du coup, non, moi, voilà. Et alors, bien évidemment, les gens, quand ils entendent ça, ils me disent, oui, mais la vie, l'amour, c'est des compromis. Ok, d'accord, je comprends totalement ça. Maintenant, pour moi, un compromis, c'est j'ai envie de manger, je sais pas, je te dis une connerie, j'ai envie de manger italien, elle a envie de manger chinois. Non, moi, je suis français. Ouais, ou je veux dire, je mangeais chinois pour te faire plaisir, je vais faire un compromis pour... j'ai regardé le film. Par contre, sur des valeurs propres, tu vois, ma liberté aujourd'hui, elle est importante. Mon envie d'écrire, mon envie d'aller vivre des aventures est importante parce qu'elle me constitue, parce qu'elle fait moi. Je ferai pas une concession sur qui je suis à proprement parler pour essayer de, toi, ponctuellement, de rentrer dans une case mentale et pour pouvoir faire plaisir à l'autre. Juste pour être en couple. Ou juste pour être en couple, ouais. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que aujourd'hui, on a trop tendance à s'oublier de peur de finir seul, en fait. Il y a cette peur de la solitude et cette peur d'être célibataire. Et on s'oublie beaucoup et ça fait des couples dépressifs, des couples qui tiennent pas ou limite, tu vas en vouloir à l'autre de t'être toi-même oublié. Et c'est vrai que tes propos, avant d'avoir avancé sur le développement personnel, j'aurais pu te voir comme quelqu'un d'égoïste et de très égoïste parce que justement... j'allais en venir justement et à l'époque où j'avais encore ce mot de façon négative pardon. Et donc le fait que tu te coupes de toute notification ou presque à part les appels, le fait que tu veuilles être seule dans ton couple, seule à deux, et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que non, être égoïste c'est déjà prendre vraiment soin de toi-même, et il y a que comme ça en tout cas moi il y a que comme ça aujourd'hui que je vois qu'on peut faire les choses de façon positive et sans justement être une bombe à retardement et un jour faire une crise de la quarantaine ou de la cinquantaine et d'aller cramer ton fric dans une Porsche et d'avoir une maîtresse et de faire bousiller des familles entières parce que t'avais un besoin sexuel peut-être sur le moment de plaire, etc. Et on a trop tendance à oublier ces choses-là et je te remercie c'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer, je te remercie de remettre ça en avant et sur le tapis. Ça me fait penser à cette image je crois que tu en avais parlé même dans tes podcasts, Anthony, sur le masque à oxygène, tu vois, c'est un peu cette image de, dans l'avion, quand le masque tombe, quand il y a besoin d'oxygène, c'est d'abord le mettre à soi avant de le mettre à son enfant, alors que le premier réflexe, effectivement, d'une maman, en tout cas, ce serait de le mettre à son enfant, de le donner. Non, c'est d'abord tu t'occupes de toi pour après donner l'oxygène aux autres. Enfin, pour moi, c'est le meilleur moyen si t'es bien avec toi-même, si t'es bien, si t'es ancré, si t'es... Moi, aujourd'hui, j'attire beaucoup plus de personnes que quand j'essayais de rentrer, de jouer un rôle sociétal, quand j'avais tous mes masques, quand j'essayais de paraître, quand j'essayais de montrer que je suis un mec sans fêlure, parfait, etc. Le fait d'être aujourd'hui dans ma vulnérabilité, d'accepter aussi que je suis pas parfait, d'accepter aussi quand ça va mal, il y a une énergie que t'envoies aussi et t'attires aussi des personnes qui... ça résonne, tu vois, donc, et des personnes aussi beaucoup plus intéressantes. Toutes les personnes sont intéressantes pour quelqu'un, mais en tout cas qui vont connecter avec qui je suis. Et puis après, pour le couple, moi je me dis aussi, c'est aussi la faute des écrivains, de l'amour romantique, tu vois, et qui ont décidé un jour de mettre tout dans une seule personne, tu vois, de mettre la personne érotique, la personne, la mère de tes enfants, l'amour un petit peu sublime, spirituel et autres, l'amitié. T'imagines la charge que c'est pour une personne de se dire, ok, je dois être la meilleure amie, je dois être la meilleure amante, je dois être un substitut à sa mère, je dois être un machin, etc. Aujourd'hui, la plupart des hommes demandent ça à une seule personne, et je me dis, waouh, et dès que ça va pas, aujourd'hui, dans cette société moderne, tu sais que t'as une petite application, tu vas pouvoir swiper, et puis au final, ça a quand même des oreilles un peu grandes, hop, et c'est chaud, moi je me dis c'est chaud, et après... Je pense que c'est avant tout soi-même et aller déjà se chercher et puis accepter qu'une personne, on peut tomber amoureux, mais elle nous appartient. Ouais.
Anthony, t'as quelque chose à dire, toi, sur le couple? Je trouve que de tout ce que tu as dit jusqu'ici, je partage complètement tout. Ouais. C'est vraiment ma vision des choses. À la limite, toi, ce que tu appelles ce besoin de mouvement, d'aventure, moi, ça a plus été la création d'entreprise. C'est ma façon de partager, ma façon de faire. Mais en effet, c'est sur ça que je me centre. Et sur le couple, je suis tout à fait d'accord avec la vision d'être seul à deux. Et dans tout ce que tu as dit, je trouve qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup. C'est justement le fait de se connaître. Toi, le fait d'avoir peur de l'ennui, pour la plupart des gens, c'est parce qu'en fait, l'ennui, la vérité, c'est que ça te force à regarder des choses en toi que t'as pas envie de regarder. Peut-être comme le fait que, comme on disait en introduction avant ce podcast, le fait que si les gens osaient se poser des questions sur est-ce que je vis la vie que je veux en couple, dans le travail, dans mes loisirs, en fait, ils seraient obligés d'ouvrir la boîte de Pandore où les réponses sont pas forcément celles qui correspondent à la vie actuelle, et ça forcerait soit de l'accepter, de se dire merde, c'est la merde, et potentiellement derrière d'avoir à faire des actions qui sur le court terme, voire moyen terme, sont très inconfortables, pour avoir quelque chose de mieux derrière. Et du coup, la plupart des gens choisissent de non, je vais rester occupé, c'est ce que Pascal, t'as cité Spinoza, je vais citer Pascal qui donne le divertissement pascalien. On se divertit, les réseaux sociaux, le fait de faire des choses, et moi-même j'en suis coupable, j'aime bien avoir un mental occupé, lire des livres dès que j'ai parfois un petit peu trop de temps devant moi, où je me dis tiens, attends, je réfléchis à des trucs sur moi, tiens, je vais lire un livre, c'est cool, mon mental va être occupé. Et pour autant, je pense que plus on se connaît soi-même, plus on fait des activités dans lesquelles justement on peut avoir une introspection, se découvrir, s'accepter, les parts d'ombre un peu, ou justement celles que la société n'accepte pas vraiment et qu'on n'a pas été habitué nous-mêmes à accepter. Si sur toi-même tu les connais et tu dis voilà, en fait, moi aujourd'hui c'est ça et c'est ça, comme tu l'as dit, un moment t'as dit, Lucie te dit, je pourrais juger les gens comme étant égoïstes, t'as dit je le suis, ouais, parce qu'on est tous égoïstes et altruistes, mais si on pense que l'égoïsme c'est pas bien et qu'on ne veut que être altruiste, dès qu'on va se dire putain là je suis avec cette fille, mais j'ai pas envie ce soir de passer du temps avec elle, j'aimerais bien être juste chez moi tout seul, mais c'est pas bien. Si ça veut dire que je suis pas vraiment amoureux, c'est pas ça l'amour. En fait, si t'acceptes, si, c'est ça, c'est moi, je me connais vraiment, et du coup j'attends je pense la même chose de l'autre, je sais qu'elle va aussi avoir des envies comme ça, qui sont pas forcément celles de la société, et je vais l'aimer quand même et l'accepter telle qu'elle est, et pas attendre que cette personne soit dans ma forme, et du coup t'attends que ce soit réciproque, et c'est en ça que tu peux accepter pleinement l'autre tel qu'il est, t'accepter toi-même, et ça fait justement des relations plus authentiques et une vie plus authentique, mais ça implique plus simple. Ça implique d'avoir osé se poser ces questions, d'avoir vu, parce qu'à court terme c'est pas confortable d'accepter de se rendre compte, ouais, c'est vrai que parfois je suis un putain de gros égoïste en fonction des critères de la société. Au début tu veux pas le regarder, parce que t'as envie d'être une bonne personne. Carl Jung disait, est-ce que tu préfères être bon ou entier? Parce que si tu veux juste être bon, il y a toute la partie considérée comme négative que tu vas pas vouloir accepter ni regarder, pourtant elle est là. En fait tu vas pas te connaître, et du coup tu vas aussi vouloir que les autres rentrent dans ton critère. Alors que je trouve que ce que tu as défini, c'est vraiment ma vision là aujourd'hui, c'est l'amour inconditionnel. Nietzsche aussi disait, si je t'aime, est-ce que ça te regarde? Mais en vrai, c'est ça, j'ai envie de dire, le simple fait d'aimer, c'est déjà le cadeau. Si t'aimes quelqu'un, t'as pas besoin qu'elle soit attachée, t'as même pas besoin que la personne t'aime en retour. C'est juste pour toi que tu aimes en vrai. Si tu aimes quelqu'un, c'est génial, c'est un super sentiment. Et si tu rajoutes le fait que je t'aime, si et seulement si, tu agis comme ça, si t'es d'accord avec moi sur les restaurants, non. Quand tu fais ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, c'est de la demande, c'est de la dépendance, mais c'est pas de l'amour. Et du coup, dans tout ce que t'as dit, je reconnais moi quelqu'un qui se connaît, qui a fait un chemin d'introspection, qui se connaît, qui s'accepte, qui du coup accepte les autres tels qu'ils sont, parce qu'il sait que de toute façon on ne peut jamais être que ce qu'on est, qui forcément derrière attire des personnes qui sont pareilles. Et j'imagine qu'en niveau de conscience, tu rencontres là aujourd'hui des gens bien différents d'avant, que tu ne voyais peut-être pas toi-même, qui eux ne te voyaient pas. Et par contre, les autres qui sont plus prêts à t'accepter aujourd'hui, eux, tu les repousses. Et tant mieux. Inconsciemment, tu vois, ils te voient, ils disent, oh putain, non, ce mec, il me dérange, c'est bizarre. Soit ils te jugent, soit ils se disent, attends, je suis pas confortable à côté de lui, je trouve qu'il se la pète, ou je me sens mal, parce que moi, ma vie, je sais que j'aimerais une vie un peu similaire, mais j'ose pas. Et du coup, moi, ce que je vois, c'est un mec qui a fait un travail d'introspection, de se connaître, de s'accepter, et d'accepter les autres, parce que... Et après aussi, en tout cas, dans l'égoïsme à proprement parler, parce qu'on parle d'égoïsme là, c'est être je pense que pour moi, la définition, c'est être dans sa vérité, être dans ce que l'on est, d'exprimer qui l'on est, et finalement, la réaction des autres, ça ne m'appartient pas. Pour moi, c'est ça, en fait, l'égoïsme. C'est de se dire, ok, moi, j'ai exprimé mon besoin, j'ai exprimé mon envie, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est important. La réaction, finalement, toi, tu prenais l'exemple, j'ai envie de rester seul un soir, je suis en couple, j'ai envie de rester seul un soir, je veux l'exprimer. Si la personne, elle exprime quelque chose qui va à l'encontre de ça,
finalement ça lui appartient. Alors bien évidemment, après il y a pas non plus, c'est pas binaire, c'est pas 0 ou 1 dans le sens non je vais quand même le faire. Il y a une discussion mais l'acceptation pleine et consciente de l'autre, c'est aussi dire ok je comprends et c'est pas contre moi, c'est pas toi, ça va pas agir sur mes peurs, etc. Et c'est pour moi le chemin en tout cas intéressant pour aller construire quelque chose qui a du sens et où là il y a un véritable échange. Mais on en revient à ce point qui semble simple et qui l'est pas du tout. Par exemple, même dans la CNV. La CNV, c'est voici les faits, voici ce que je ressens, voici mon besoin et du coup ma demande. Ça semble simple les 4 étapes. Sauf qu'en fait, la partie la plus dure, c'est le besoin. 99% des gens n'ont aucune idée de leurs besoins. C'est des besoins qu'ils pensent avoir, c'est des besoins qu'ils ont copiés de la société, qui leur ont été dictés. Mais justement, ça implique cette introspection, de dire mais c'est quoi vraiment ce que je veux ? Est-ce que je suis ok avec ce que je veux ? Parce qu'avant de pouvoir l'exprimer à quelqu'un, il faut complètement le savoir. Et c'est en ça que je trouve que ça peut être égoïste, du mauvais sens du terme, si ce que tu dis c'est moi je veux juste être blindé, ou je veux être vu comme quelque... Enfin, j'en sais rien, si c'est un besoin qui t'appartient pas vraiment, et que tu l'as accepté comme étant vrai, oui, c'est un besoin qui peut faire du mal à quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas un vrai besoin authentique. Par contre, si t'as retiré toutes les couches et que tu fais non, ça c'est vraiment moi, je sais, je le ressens, c'est un vrai besoin fondamental, là en effet l'autre, tu peux pas la blesser parce que c'est un truc où tu parles vraiment que toi de ton être. Et là, en effet, sa réponse lui appartient. Et même si ça la blesse, t'as envie de dire, bah ok, mais il y a un moment, soit c'est moi qui suis blessé, soit c'est toi, et ça veut dire qu'il y a une vraie incompatibilité. Donc ça dépend aussi de la nature du besoin. Et j'en reviens toujours au même filtre de connais-toi toi-même et sache que tes vrais besoins inconditionnels, par définition, ils le sont inconditionnels, le reste, ça appartient aux gens. Toi, t'as ton devoir dans la vie et ton droit, c'est de connaître tes besoins, de les exprimer et de les remplir. Quoi. Et ça en renforce les relations et ça en renforce la communication. Je sais que dans mon couple, j'utilise beaucoup la communication non violente et la vulnérabilité et la transparence et ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais au moins il y a jamais de mauvaises surprises et c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a l'ego qui rentre en jeu et on a envie d'être ces humains parfaits parfois et des fois non, que ce soit des envies d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs, que ce soit des besoins d'être seul, c'est des choses qui sont difficiles quand on est à deux, mais quand on fait le choix de les exprimer, ça renforce vraiment la relation et ça la rend beaucoup plus transparente. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens et je ne voudrais pas être une autre personne pour rien au monde aujourd'hui. Ouais. Après, la seule difficulté, en tout cas dans ces démarches-là, c'est d'avoir aussi la possibilité d'être dans une relation avec une personne qui a un niveau de conscience un petit peu similaire au... Ah oui. Parce que effectivement, ce discours-là peut parler à certaines personnes et moins d'autres. Moi, je veux dire ça à quelqu'un, la personne me dit mais tu te poses trop de questions, etc. C'est souvent en fait on va dire la réaction un peu primaire que je peux avoir, mais après moi je dis toujours je me pose pas de questions en fait, je laisse juste émerger ce qui est. En fait, je me suis pas là en train d'être sur le canapé en train d'avoir des questions existentielles. Je laisse juste un espace dans ma vie pour que ce que je suis vraiment, et encore ça mais en tout cas ce qui existe en moi puisse sortir. Tu vois, j'essaye d'enlever en fait cette armure, ce masque, tout ça. La marche, l'expérience de 5 mois, forcément ça fait émerger, ça tout fait émerger. Pas besoin de partir 5 mois à l'autre bout du monde et marcher 4500 km, mais de se laisser des moments comme ça pour qu'est-ce qui sort en fait, qu'est-ce qui est là. On peut le faire par l'écriture, par la marche, par la méditation, par plein de trucs. Chacun trouve son vecteur, mais c'est pas se poser des questions. Est-ce que t'en as tiré des grandes leçons ? Est-ce que t'as fait un top 3 des leçons ? Non, ça change tous les jours, donc... Non, et les choses qui me sont venues à la fin, c'est la phrase « commencer, persévérer, terminer », que j'aime beaucoup maintenant. Moi, je suis un très grand curieux de la vie, donc je commençais plein de choses. Sortir de ta zone de confort, toi, c'est pas un... Moi, c'est ok. C'est ok. Mais par contre, je terminais rarement les choses que je commençais, donc je trouve que c'est intéressant d'aller terminer ce que je commence aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est aussi aller à l'encontre de l'inconfort et de pas fuir dès qu'il y a le premier truc qui est un peu négatif, on va dire, et de fuir. Parce que la fuite, c'était un peu mon schéma pour ne pas ressentir, tu vois. Ah, il y a quelque chose, hop, je fuis. C'était un peu ça. Donc j'avais ça un petit peu en moi. Donc là maintenant je reste et j'affronte. Et de comprendre que finalement la souffrance
Ça appartient au bonheur. En tout cas, c'est la phase d'une même pièce. Enfin, c'est la même pièce, mais c'est deux phases différentes. En tout cas, le bonheur, la souffrance. Enfin, faut accepter d'en chier pour réussir. Oui. Et c'est Mark Manson qui disait ça dans son livre. C'est la vraie question, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie, mais pourquoi je suis prêt à en chier. Ouais, la tartine de merde de Mark Manson. C'est ça, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment aujourd'hui quand je me pose. Tu vois, aujourd'hui, j'écris un livre, j'ai envie de l'être publié, mais je me dis pas, j'ai juste envie d'avoir mon livre sur une étagère. C'est pas le fantasme unique d'avoir ce bouquin-là. Je me suis posé la question, est-ce que je suis prêt à en chier, de pas avoir à bouffer, de pas forcément réussir, de me lever tous les jours, d'écrire quand j'ai pas envie d'écrire, de réécrire, du moment que le bouquin est fait, de le promouvoir, de tout ça qui fait que, bah ouais, c'est pas juste être un écrivain et dire ouais, j'ai écrit un bouquin, c'est d'être dans ce processus, d'être dans le travail, dans la création. Et ouais, donc c'est cette question aujourd'hui qui filtre un peu tous mes choix. Est-ce que je suis prêt à en chier pour arriver là où j'ai envie d'arriver? Et toi, Anto, qu'est-ce que tu serais prêt à... De quoi t'es prêt à en chier pour arriver? J'aime beaucoup ce concept. C'est aussi, moi, c'est un peu, j'utilise beaucoup dans mon coaching. Mes clients, c'est quoi ton pourquoi, quoi. Pourquoi t'es là, en fait? Parce que la perte de poids ou tout ce chemin de développement personnel, tu sais très bien que ça semble tout beau. D'ailleurs, en marketing, on utilise, tu vends pas le chemin, tu vends le voyage, tu vois. Enfin, tu vends pas un billet d'avion, tu vends la destination. Justement, ça, c'est pour commencer, pour le début, sauf que à un moment, la réalité arrive, et à un moment, c'est la merde, et à un moment, t'es découragé. Et c'est là qu'est la vraie... Enfin, le sacrifice que tu es prêt à faire, le prix que tu es prêt à payer. J'ai vu une citation, je me souviens plus de qui, mais que je trouvais géniale. La clé du succès, c'est simple. Trouve le prix à payer et paye-le. Point. Et parce qu'en effet, il y a forcément dans toute chose qui vaut un peu la peine d'être vécue, elle sera difficile à avoir. Parce que... elle sera... Ouais. Quelque chose qui vaut la peine, ça va être compliqué. D'ailleurs, même Nietzsche, j'adore citer Nietzsche, mais il disait, parfois la valeur d'une chose, c'est pas ce que t'as une fois que tu l'as obtenu, mais c'est combien elle t'a coûté, quoi, pour l'avoir. C'est la personne que tu deviens parce que t'as été capable de payer ce prix-là, qui t'es devenu, comment t'as changé, en quoi ça t'a transformé, plutôt que le résultat final de ce que tu voulais. Et du coup, je partage directement ce que tu dis. Pour moi, un écrivain, c'est pas quelqu'un qui a publié un livre à succès, c'est quelqu'un qui écrit tous les jours, peu importe comment il se sent. Il y a Steven Pressfield qui a écrit un livre magnifique, je sais pas si tu connais The War of Art, qui est extraordinaire, où il dit « Je suis devenu écrivain le jour où je me suis posé à 8h devant ma feuille, et jusqu'à 9h, j'ai eu aucune inspiration, j'ai pas écrit un mot, mais je suis resté de 8h à 9h sur ma feuille, comme je m'étais promis de le faire tous les matins de 8h. Ça faisait 10 ans qu'il voulait être écrivain, qu'il écrivait tous les 3 mois, tu vois, 5 phrases, ou parfois 20 pages d'un coup quand il avait l'inspiration, mais que son livre ne sortait toujours pas. Il a fait ça de 8h à 9h. À 9h, il a dit bon, ok, c'est fini pour aujourd'hui, il s'est servi un café. En se servant ce café, il s'est dit putain, je suis un écrivain. Je suis un écrivain parce que j'ai pas écrit un mot, mais j'étais là de 8h à 9h devant ma feuille, et si je fais ça tous les jours du restant de ma vie, je vais écrire. Depuis, il a écrit des dizaines de livres, et ils sont tous plus beaux les uns que les autres, enfin, c'est incroyable. Donc voilà, c'était ça son sacrifice, c'était de me dire, je vais rester de 8 à 9 devant ma feuille, même si j'écris rien. C'est ça le sacrifice de l'écrivain. C'est effectivement, quand tu fais un choix, c'est aussi concevoir qu'il y a des sacrifices. Quelle est la priorité aujourd'hui? C'est-à-dire que décider, c'est tuer toutes les autres options. Ouais. Aussi. Toi, les gens qui me disent j'ai pas le temps ou ça je peux pas le faire, tu peux tout faire, vraiment tout faire. J'ai des enfants, il y a des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit ah putain ton expérience était incroyable. Par contre moi j'ai des enfants, j'aurais adoré faire ça mais je peux pas. Si, tu peux le faire, mais c'est un choix. Ouais. Tu as décidé autre chose, t'as mis une priorité sur autre chose. Donc c'est juste, voilà, qu'est-ce que tu décides de faire, pourquoi tu es prêt à en chier, et qu'est-ce que tu décides aussi de virer. C'est-à-dire que moi j'écris aujourd'hui tous les jours, c'est compliqué, il y a des jours où j'ai pas envie, mais en même temps, voilà, aussi avec le mouvement, l'inertie, forcément la motivation elle vient avec le fait de faire, donc il y a plein de choses aussi qui se mettent en place, mais c'est un choix, c'est prendre cette décision. Et ouais, commencer, persévérer, et puis terminer. Et puis après, tu peux analyser. Après, tu peux se dire, ok, ça c'est ok, c'est pas ok. Mais c'est vrai que le mythe aussi de l'écrivain qui va juste écrire quand il y a l'inspiration, elle arrive ou elle arrive pas. Toi, le job de l'auteur, le job de l'écrivain, c'est de se foutre sur sa chaise, de prendre son stylo et sa feuille ou d'ouvrir son clavier et d'écrire. En fait, c'est le seul truc qu'il a à faire, quoi. Le reste, ça lui appartient pas, quoi. Le reste, ça lui appartient pas. Et Julien, comment tu te sens depuis que t'es rentré? Ah, je me sens
Je voulais juste dire encore un truc. Je vais répondre ça. Je voulais juste dire un truc, c'est tu parlais du pourquoi et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est une autre chose ça m'est venu. C'est souvent on me pose la question, mais c'est quoi le pourquoi, comment tu le trouves et moi j'ai cette phrase qui dit aujourd'hui, c'est si ça sonne, décroche quoi. Enfin, on sent toujours en nous quelque chose. Quoi. Il y a toujours un truc qui, toi comme une petite, moi je l'appelle l'appel, mais quelque chose qui nous pousse vers quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Et le seul moyen de vraiment connaître son pourquoi ou de son objectif, de ce qu'on a vraiment envie, c'est un jour de décrocher et de voir qu'est-ce que c'est. Pas forcément d'y aller, hein, mais en tout cas de décrocher. D'écouter. Et d'écouter. Ouais. Et pour ça, le fait d'avoir un peu d'espace pour soi et la solitude ou j'en sais rien, mais en tout cas, d'avoir un espace qui permet de décrocher, c'est hyper important. Ouais. Je me sens bien. Tu te sens bien? Je me sens bien. Je me sens fier de moi. Je me sens ancré. J'ai l'impression d'être un roseau aujourd'hui. C'est l'image qui me vient souvent quand je pense à ça. J'ai vraiment d'avoir vraiment un ancrage fort, alors que j'ai marché, c'est très bizarre de dire ancrage, mais et que j'ai pas de chez moi et que ça fait 3 ans que je vis avec un sac et donc j'ai pas cette stabilité physique, mais je me sens vraiment ancré. Parce que justement, c'est pas ça le truc, c'est qu'en fait, tu parlais, plus si c'était encore en préalable du podcast, quoi, mais tu as dit que les gens recherchent un peu la permanence toujours, alors que la vie n'est qu'impermanence, elle est que mouvement, et c'est justement, tu l'as complètement accepté, qu'en fait, il n'y avait pas de vrai ancrage, il n'y a aucune certitude, et justement, t'es complètement en train de vivre ça, et du coup, paradoxalement, t'es ancré, puisque t'as accepté le fait qu'il n'y avait pas de vraie certitude, ni de permanence, t'es ok avec le mouvement, avec l'impermanence, le fait de bouger, forcément, là, tu te sens libre. Ouais. Parce que t'as plus besoin de t'accrocher à quelque chose d'illusoire qui n'existe pas vraiment, t'as compris que ça n'existait pas, et tu fais, je vais où je veux, parce que, en fait, c'était qu'une illusion. Ouais, puis il y a une énergie qui circule, il y a un truc où je me suis dit, ok, là, maintenant j'ai l'impression de me connaître, j'ai l'impression de savoir où j'ai envie d'aller, j'ai l'impression de, tu vois, cette force, enfin, je me sens fort, je me sens puissant, pas supérieur, encore une fois, j'ai toujours besoin en tout cas, de le dire, mais je sais où j'ai envie d'aller, je sais pourquoi je suis prêt à en chier, je sais que je vais en chier, et j'ai vécu quelque chose d'incroyable, et j'ai la tête encore là-dedans, et ouais, je vais construire en tout cas mon demain autour de ça, de ces thématiques qui me sont importantes, la marche, l'aventure, l'écriture. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment je vais gagner ma vie, mais je m'en fous, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a des trucs qui vont arriver. Je ne sais pas si mon livre sera bien vendu, tout ça, je ne sais pas des questions que je me pose vraiment. Je suis juste content, je suis content de revenir aussi en France, de voir les amis, de voir la famille. De repasser du temps avec des gens qui sont importants pour moi, de découvrir de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes au travers de cette aventure, des gens qui m'ont suivi et autres. Il se passe plein de choses en ce moment, j'ai plein de sollicitations. Ouais, j'ai l'impression d'être dans une énergie de création, de vie, de mouvement. Enfin, c'est cool. Vraiment, je vis une belle période de ma vie. On fera un podcast dans 6 mois ou 1 an. On fera un point. Je te dirai, ah putain, c'est la merde, j'ai envie de repartir. Peut-être. Mais je repartirai, c'est sûr. Peut-être. Tu repartiras, oui. Je pense déjà à l'année prochaine, je pense déjà à la prochaine aventure, je pense déjà... Bien évidemment, je vais continuer dans cette voie-là parce que la marche m'inspire et j'ai envie aussi de transmettre cet amour de la marche et de ce que la marche a pu m'apporter. J'ai envie de continuer à vivre des aventures, à les écrire. C'est vers là en tout cas que j'ai envie d'aller. J'ai envie d'écrire 2 choses, c'est mes aventures et des nouvelles, la non-fiction au travers de ce que j'ai pu vivre et la fiction au travers de petites histoires. C'est vraiment les 2 choses qui m'animent aujourd'hui. Et donc on verra, il y a plein de trucs qui vont bouger, mais je sais pas comment encore. Alors pour terminer ce podcast, j'ai une dernière question, Julien, c'est par rapport à la radicalité. Est-ce que toi, après cette aventure, tu dis que tu as envie d'avoir un pied dans la vie en sociale, la vie connectée, et un pied dans la vie nature, sans électricité et seul, ou tu as envie d'être radical dans une vie d'ermite? Non, radical, déjà, c'est un mot qui me va pas. Ça te va pas? Non, les extrêmes, ça me plaît pas. Non, en fait, pour moi, tout le challenge, déjà, c'est de trouver comment amener ça dans la vie de tous les jours, la vie normale, j'allais dire. Je sais pas comment trop la qualifier, mais pour moi, c'est ça qui est intéressant. Toi, je pense à un tesson qui a vécu 6 mois dans les bois. Je pense aux mecs qui vivent des aventures incroyables, qui vont longtemps dans des endroits reculés du monde. Pour moi, ce serait facile d'habiter dans une cabane au milieu des bois. C'est plus difficile de vivre ces aventures, de les ramener ici,
de les partager, peut-être d'essayer d'inspirer certaines personnes, ou en tout cas de dire, ok, avec ce que j'ai appris, ce qui a transformé en moi, comment je peux composer avec une vie à Paris, une vie dans la ville, une vie ailleurs. Donc c'est un challenge pour moi. Là, c'est maintenant une curiosité plutôt presque intellectuelle de voir comment je peux mixer tout ça. Je vais clairement repartir dans la nature, je vais clairement repartir dans des endroits un peu reculés du monde. J'ai plein de projets, j'ai aussi des sollicitations sur quelques aventures qui peuvent arriver. Voilà, des endroits magnifiques dans le monde, il y en a plein. Même si aujourd'hui j'ai envie d'être sur le local aussi, parce que ça va plus avec mes valeurs, le fait d'aller aussi, de partir de chez soi et de marcher. Là, j'ai pris l'avion pour aller à l'autre bout du monde, même si j'ai marché 5 mois. L'impact écologique que ça a pris, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai envie de véhiculer. Donc ça, c'est encore des autres valeurs qui sont importantes aujourd'hui pour moi, l'écologie, la nature. Mais non, voilà, j'ai envie de mélanger un peu ces différents mondes et de voir quelle est la sauce, quelle est ma recette et comment je peux en fait tirer un bon plat de tout ça. Mais radical, non, je serai toujours un peu à Paris, je serai toujours un peu ailleurs, je serai toujours un peu partout. Je serai beaucoup effectivement dans la nature parce que c'est là où je me retrouve vraiment. Je serai toujours à pied parce que je me suis rendu compte que c'est en tout cas le moyen d'itinérance qui me plaît le plus. Je pensais à faire une aventure à vélo, aujourd'hui ça va trop vite le vélo. C'est trop de route. Moi j'aime l'immersion véritablement dans la nature sauvage et pure. Mais ouais, tout est ouvert et tout est possible. Donc, mais radical, extrême, jamais. Ok. Par contre, ta vie tiendra toujours dans un sac à dos. Ma vie tiendra toujours, je sais pas. Toujours, c'est aussi un mot, mais en tout cas pour l'instant, oui. J'aime cette liberté, j'aime le fait. J'ai vraiment toute ma vie dans un sac aujourd'hui. C'est pas une phrase inventée pour. Ouais. Et c'est le cas, je le vois dans mon salon. Ça, c'est mon petit sac qui se plie avec lequel je suis venu et qui me permet de. Mais non, j'aime cette liberté, j'aime aussi. Alors, il faut aussi savoir que mon choix d'être parti sur cette vie minimaliste, elle découle aussi à la base d'une envie aussi de contrôle de mon environnement. C'est-à-dire que j'avais besoin de liberté, mais le fait d'avoir peu d'objets aussi, pour moi, c'est une diminution aussi de ma charge mentale. Donc c'était très beau au début, je me mentais un petit peu à moi-même en disant oui, je suis toute ma vie dans un sac parce que j'aime la liberté, j'ai envie d'être dans le mouvement, j'ai envie de bouger, etc. Mais au final, c'était aussi pour moi, parce que ça me soulageait, de ne pas avoir tout un environnement à gérer mentalement. D'avoir plein d'objets, plein de trucs, et de me dire, oh, je me sentais... Et j'ai vraiment envie aussi d'aller vers un minimalisme qui soit pas matérialiste, c'est-à-dire que de trouver le juste milieu entre avoir peu d'objets, mais de pas non plus mettre trop une charge mentale sur les peu d'objets que je peux avoir. Parce qu'effectivement, en ayant peu d'objets, je choisis des beaux objets, J'aime le beau, j'aime le bien, mais je veux pas non plus que ce soit... tu vois, je prends un exemple sur le chemin où j'avais un sac. Tu vois, j'avais le matériel assez technique, puisque effectivement, il fallait que ce soit très léger. Mais j'avais une tente qui coûtait 600 € et je me disais des fois, waouh, là, tu vois, c'est un environnement, tu vois, où je peux peut-être la déchirer ou faire quelque chose qui. Ah ouais. Et c'est l'envie aussi d'avoir un truc un peu à l'arrache où il y a moins de charge mentale sur l'objet qui est dans mon sac et d'être beaucoup plus libre et de l'attachement à l'objet. Donc il y a aussi ce travail. Tu vois, toi, tu es par exemple sur un truc qui est beaucoup plus sur l'élégance, donc beaucoup, et puis grâce à ton chéri, grâce à Benoît qui est aussi sur le beau vêtement. Moi, j'ai pas non plus envie dans le radical inverse d'être truc à l'arrache, mais de trouver le bon équilibre pour moi. Ouais. Donc ça aussi, c'est un travail que je fais, mais en tout cas, pour l'instant, c'est toute ma vie dans un sac et je suis très content et je prends pas de place en tout cas quand j'arrive chez les gens. Et ça, c'est cool. Merci Julien, merci pour ce partage. Moi, ça m'inspire énormément. C'est vrai que je suis pas prête à faire 5 mois à aller marcher, mais par contre, une retraite Vipassana qui me semble être un peu proche quand même de ton expérience. C'est effectivement, cette solitude me semble indispensable, en tout cas dans notre équilibre. Et il faut pas toujours choisir la facilité à jamais couper, sortir du travail, être avec les collègues et hop, on saute sur le téléphone, on appelle notre femme pour pouvoir retrouver les enfants et puis finalement, on n'est jamais seul. Et pouvoir, j'aime bien cette idée, vous le voyez pas au micro, mais Julien a beaucoup fait quand il parlait d'espace. Avec ses mains, il ouvrait ses mains. Donc voilà, cet espace entre nous et le monde social et entre les autres. Donc ça, c'est vraiment le gros conseil, moi, que j'ai envie de mettre en avant. C'est d'avoir une bulle pour nous.
Et après, effectivement, il n'y a pas besoin de partir 5 mois. On parlait avant d'écriture, le fait d'écrire tous les jours. Ouais. Trouver un espace comme ça tous les jours, je pense que c'est déjà un truc incroyable. D'être un peu dans une solitude consciente, en fait. Ouais. Sans rien faire. Même moi, aujourd'hui, là, quand je réfléchis, ces 2 derniers jours, j'ai pas l'impression d'avoir pris, toi, un moment, pendant même 5 minutes, où je ne fais rien. Ouais. Toi, je suis venu en métro, là, pour venir jusqu'à chez toi. J'avais des écouteurs, j'écoutais un podcast et après un peu de musique. Quand je marche, généralement, j'écoute des livres audio, parce que j'adore ça, mais en même temps, je me dis, pour me dire, ok, je vais marcher 1 heure, mais j'en emmène rien du tout. Et je suis juste avec moi-même. Même ne pas marcher, sur un banc ou sur un canapé ou quelque chose comme ça. Ouais. Et je pense que, rien que ça, c'est... Anthony, t'as envie de relever quelque chose qui t'a marqué? Moi, je trouve ça super inspirant, et la marche, j'aime beaucoup. J'en ai fait il y a quelques années, pas du tout dans des conditions aussi compliquées, mais je retrouve tout à fait rien qu'en 2 semaines de GR20, et pourtant je l'avais fait à 3. Mais il y a des moments pendant 5 heures, tu ne parles absolument pas parce que t'es dans ta tête. Et je trouve que c'est une activité méga méditative et très introspective. Et que j'aime beaucoup. Et justement, j'en ai déjà parlé moi dans certains de mes podcasts. C'est aussi dur de ne rien faire. Tout à l'heure, je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question. Tu m'as demandé qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier. Et justement, aujourd'hui, je pense qu'un de mes gros pourquoi ou un de mes gros buts dans la vie, c'est d'augmenter mon niveau de conscience sur un peu tout. Et je pense que ça passe beaucoup par justement accepter de créer de l'espace dans sa vie, du temps, que ce soit par de la méditation ou des activités justement sans rien faire. Moi aussi je me reconnais dans ce que tu viens de dire, cette vie un peu connectée alors j'ai comme toi pas du tout de notifications sur mon téléphone, sans ça qu'on a très similaire, mais c'est vrai, en venant ici j'avais aussi des oreillettes avec un podcast et c'est beaucoup de choses où ouais ça m'inspire beaucoup cette notion que je suis en train de mettre en place petit à petit, mais où je me rends compte qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux, de créer de l'espace dans ma vie, quoi. Je suis souvent seul, j'arrive à trouver des moments où je suis chez moi seul, mais pas dans l'introspection non plus, solitude. Je vais quand même prendre mon livre, je vais faire autre chose, je vais travailler, je réduis les stimuli externes d'autres personnes, mais là en tout cas tu m'as inspiré, que ce soit par la marche à pied ou autre chose, à créer encore plus de vrai espace dans ma vie pour t'es en train de faire rien, quoi, qui est quelque chose justement pour moi de compliqué, parce que je sais aussi que justement ça peut être inconfortable encore une fois à court terme de s'écouter, de se poser ces questions, et pour autant c'est... Et tu parles de réseaux sociaux, et pour moi ce qui est intéressant, en tout cas ce qui est très créatif, c'est justement de pas se dire maintenant j'ai plus de téléphone, je vais arrêter les téléphones, je vais m'enlever des réseaux sociaux, etc. Parce que surtout moi je le vois aujourd'hui, j'ai envie d'écrire des livres, donc j'ai aussi envie de toucher une communauté, un public. Exactement. Et c'est des outils qui sont intéressants pour justement communiquer avec les gens. Je l'ai vu aujourd'hui, je l'ai vu pendant mon aventure. Donc je suis pas en train de stigmatiser les réseaux sociaux en disant c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, c'est juste l'utiliser plutôt en conscience. Et c'est encore une fois de pas être dans quelque chose de radical comme tu disais avant ou d'extrême, mais vraiment de trouver ok, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de moments aussi. Comment je peux faire en sorte, tu vois, de trouver ces moments, de pas être esclave de ces réseaux sociaux et de les utiliser avec ce détachement et pas cette dépendance et de continuer à créer, de pouvoir échanger, de créer des événements, etc. Et ça, c'est tout le challenge de tout ça, en fait. Et pour autant, c'est très compliqué, justement, et ça demande une très grande force de caractère et beaucoup de discipline. Parce que ces outils, moi j'ai quand même un peu plus, et pourtant je les utilise moi aussi dans mon business, tu vois. Mais j'ai tendance à plus m'en éloigner, c'est un peu comme, je vais être un peu radical là-dessus, mais c'est un peu comme une drogue à accoutumance. T'as beau te dire je l'utilise en conscience, ils sont créés de telle façon, il y a des attention engineers, des gens qui réfléchissent exactement comment faire pour rendre le truc le plus addictif possible, avec les couleurs, des notifications, avec des espacements très prévus en fonction de tes réactions, enfin... L'algorithme te connaît mieux que toi-même à la limite, sauf pour certains. Enfin, et même toi, j'ai envie de dire, même si tu te connais très bien par rapport à la majorité des gens, Instagram ou certains réseaux sociaux, avec quelques comportements que tu as eu sur ton téléphone, ils te connaissent un peu mieux. Ils sont très très forts pour capter cette attention. Donc j'essaie moi de garder toujours en tête. Il y a presque un côté, j'utilise vraiment que quand j'en ai besoin, parce que je sais que dans le fond, je vais me dire non, en conscience, je veux l'utiliser là. Et là, je suis en train de montrer mon doigt, dire que j'utilise les 2 premières phalanges, mais en fait, ils vont me prendre jusqu'à l'épaule quand même. Alors que peut-être qu'ils auraient pris avant jusqu'au genou. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même fait pour qu'on ait perdu d'avance, quoi. Parce que... tu peux pas lutter, je pense, effectivement. Du coup, c'est un très beau... Et en même temps, faut pas non plus complètement
s'en éloigner. Moi aussi, j'ai des amis avec lesquels je garde contact là-dessus. Mais c'est vrai que je suis un peu plus comme toi, je préfère voir les gens en vrai, ou alors prendre un moment pour s'appeler. Mais c'est un vrai challenge qui, justement, je pense que quand tu vois la majorité, je crois que c'est en France, c'est 5h30 par jour en moyenne que les gens passent sur leur téléphone. Je pense que sur ces 5h30, il y en a 30 qui étaient prévus, qui étaient en conscience, qui sont pour faire une activité consciente, et les 5 autres heures, c'est tu zappes d'une appli à l'autre, ou t'as un truc qui est notifié, puis tu vois une pub qui défile, une vidéo de chat, tu la regardes, et puis autre chose, et tu te retrouves à te faire incepter des idées pour acheter un futur produit bientôt, que tu savais même pas qu'il existait, mais là tu te dis à la fin de la journée, putain, je sais pas comment, mais il me le faut absolument. Et t'imagines si ces 5 heures-là de médias sociaux sans conscience qu'on passe, si on les utilisait à faire une activité d'introspection, de méditation, de connexion avec soi, je pense que... Pour moi, le fait, la perte de la conscience, elle vient de principe d'illimité. Je pense que l'illimité, pour moi, ça a tout bousillé, en fait. Donc, pour plein de choses, pour plein de raisons, tu vois. Tu prends aujourd'hui un Netflix ou autre, tu regardes un début de film. Enfin, moi, j'ai pas Netflix, mais je l'avais à un moment, je l'ai enlevé parce que tu commences une série, tu regardes un début de film, et finalement, le film te plaît pas, tu bascules sur autre chose. Toi, t'es pas immergé dans un univers, dans un film, parce qu'il y a tout est possible. Internet, c'est pareil. Je vais pas prôner le téléchargement, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'avais les trucs club internet et tout, j'avais des petits CD, c'était 2 heures, et puis, quand tu regardais une vidéo ou téléchargeais une chanson, bah, tu réfléchissais vraiment, tu dis, est-ce que c'est vraiment celle-ci que j'ai envie d'écouter là maintenant? Parce que tu savais que ça allait te prendre une plombe, et que t'avais que 2 heures. Aujourd'hui, bah, tu te prends des playlists, enfin, tu t'écoutes des podcasts, mais tu l'écoutes qu'à moitié, enfin, ce principe d'illimité, en fait, et tu peux l'avoir aussi dans les relations avec Tinder, avec ces applications aujourd'hui de rencontres, qui fait que tu as l'impression que toi, le monde s'offre à toi, ce qui est génial, mais en même temps, t'es plus en conscience, toi, t'es juste dans ce principe d'illimité et t'es dans une consommation un peu passive. Ouais, c'est du fast-food en fait. Exactement. Ouais. Bon, je pense qu'on pourra faire d'autres podcasts. Merci beaucoup Julien pour tout ce que tu nous as partagé encore, je le dis mais je le redis. Et juste à la fin du podcast, je mettrai tous les liens et je vous dirai les liens à l'oral où vous pouvez retrouver Julien et Anthony. Et moi, je suis Anthony, à très bientôt pour un prochain podcast. Et Julien, je pense qu'on a encore plein de choses à se dire en off. Et merci à toi d'avoir été à mon micro aujourd'hui. C'était un plaisir. Ciao. Salut. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast en entier. Je vous invite, si vous l'écoutez sur iTunes Podcast, à me laisser 5 étoiles et un avis. Ça me permettra d'être mieux référencé et ça me fera extrêmement plaisir. Je vous invite également à retrouver Anthony Morvan sur son podcast Perspective et sur Instagram à Anthony Morvan et Julien sur son Instagram Jules à la bougeotte. Vous pouvez voir aussi d'autres podcasts qui ont été réalisés sur son Instagram. Je vous dis à très vite avec un prochain sujet et un prochain invité. Merci.